Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'étudiant pour cette deuxième journée des épreuves de spécialité du bac. Alors là, nous allons corriger l'épreuve de SES du mardi 21 mars. Et pour cela, j'accueille Adrien Bonino. Bonjour. Bonjour. Donc, vous êtes professeur de SES au lycée Simone Veil à Boulogne-Billancourt. Pour cette deuxième journée, voilà, de manière assez générale, qu'est-ce que vous avez pensé de ce sujet? Est-ce qu'il y avait des difficultés particulières dans l'un ou l'autre des exercices? Alors, pas de difficulté particulière, peut-être un peu plus sur la dissertation, qui était un peu plus technique, qui portait sur des points un peu précis du programme, mais l'épreuve composée était assez classique. Voilà. Très bien. Donc effectivement, il y avait le choix entre un sujet de dissertation et une épreuve composée. Donc on va peut-être commencer par la dissertation du coup. Donc dans quelle mesure les instruments dont disposent les pouvoirs publics pour faire face aux externalités négatives sur l'environnement sont-ils efficaces? Alors, vous disiez que c'était un sujet un petit peu complexe, donc peut-être déjà pour commencer, qu'est-ce qui était important de repérer dans le sujet, de bien définir? Alors dans le sujet, en effet, il y avait pas mal de choses à repérer au niveau du vocabulaire. Alors déjà, pensez qu'il s'agit d'un sujet débat, d'un sujet de discussion, puisque l'intitulé c'est «Dans quelle mesure?». Donc il va falloir débattre d'affirmations, essayer de les nuancer. Ensuite, au niveau du vocabulaire, le mot instrument, il fallait avoir en tête les trois grandes catégories d'instruments que les élèves ont vues en cours, à savoir les normes environnementales, les outils réglementaires. Ensuite, parler des taxes et des subventions, qui sont des outils économiques puisqu'ils reposent sur des incitations monétaires. Et enfin, on pouvait aussi parler du marché des quotas d'émissions, qui est un dispositif qui repose sur des mécanismes de marché. Voilà, c'était donc ces trois aspects qui faisaient référence à la notion d'instrument. Pouvoir public, donc c'est l'État, mais ça peut être aussi l'Union européenne, ça peut être les collectivités locales. Voilà. Et insister sur les externalités négatives, donc bien définir cette notion qui est centrale dans le programme. Donc c'est la conséquence du comportement d'un agent économique sur d'autres agents économiques sans compensation monétaire. Donc le fait par exemple de polluer librement, gratuitement, sans dédommager les victimes de la pollution. Voilà. Donc beaucoup de choses à travailler en introduction. Et du coup, ça amène à quelle problématique possible ce sujet-là? Voilà, alors la problématique, il fallait insister sur la complémentarité des instruments, donc montrer que les avantages d'un instrument répondent aux limites d'un autre instrument ou d'une autre catégorie d'instruments. Donc on pouvait formuler la problématique de la façon suivante. Les instruments réglementaires sont-ils suffisants pour limiter les émissions de gaz à effet de serre responsables du réchauffement climatique? Ne doivent-ils pas être associés à des instruments plus incitatifs tels que les taxes, les subventions? Et on pouvait aussi questionner la relation entre la mise en œuvre de ces instruments et les inégalités de développement. Puis ça pose la question de l'acceptation sociale aussi de ces outils, de ces réglementations qui peuvent freiner le développement de certains pays ou être source d'inégalités. Et du coup, cette problématique-là, elle appelle plusieurs plans possibles du coup. Alors voilà, elle appelle plusieurs plans possibles. Alors on peut, je vais peut-être en présenter deux différents. Le premier, le plus classique, je pense, c'est en trois parties en reprenant les trois instruments, donc normes, outils réglementaires, ensuite taxes et subventions et marché des quotas d'émissions. Et dans les sous-parties, présenter dans une première sous-partie les caractéristiques de l'outil et ses avantages, et dans une seconde sous-partie, les limites en termes d'efficacité. Ça, c'est le premier plan possible. Un second plan en deux parties, donc peut-être plus ramassé, plus réduit. Présenter d'abord les instruments réglementaires, donc les normes. Donc pareil, caractéristiques et avantages. Et ensuite, les limites des normes. Et enchaîner dans une deuxième partie sur les instruments économiques, incitatifs, où on peut regrouper taxes, subventions, marché des quotas d'émissions dans une première sous-partie, et ensuite montrer leurs limites. Voilà. Et du coup, en fonction de ces plans, alors on pouvait et il fallait bien sûr faire appel aux documents qui étaient donnés dans le sujet. Voilà, tout à fait, faire appel aux documents. Donc, alors lorsqu'on parle par exemple des normes, on peut déjà mobiliser des éléments de connaissance. Donc une norme, c'est un outil qui vise à contraindre les agents économiques, soit rendre des comportements obligatoires, soit interdire des comportements. Les élèves ont vu les différents types de normes écologiques, les normes d'émissions, de procédés, de produits, de qualité, etc. On pouvait par exemple, pour illustrer ça, se référer au document 2 qui montre que les émissions de CO2 dans le monde ont globalement augmenté depuis les années 90, de 67% environ, sauf qu'en Europe, elles ont baissé.
Oui. Et on sait que c'est un continent aussi où les normes environnementales sont particulièrement rigoureuses. Voilà, donc ça peut être une illustration de l'effet des normes sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Voilà, ensuite enchaîner donc sur les limites de ces normes, en montrant qu'une norme elle peut être inadaptée aux entreprises, elle peut être trop contraignante, notamment pour les entreprises qui ont des coûts de dépollution très élevés, donc qui vont devoir faire des efforts en termes de financement très élevés, donc des coûts de production très élevés pour dépolluer. Et ça peut être en fait assez inefficace. Hein, si les coûts économiques sont trop élevés par rapport aux gains écologiques, la mesure n'est pas forcément efficace. Voilà, et enchaîner ensuite donc sur les instruments économiques et donc les taxes et les subventions et leurs limites, en utilisant notamment donc les documents suivants. On a le document 1 sur la fiscalité énergétique, donc qui pose la question des inégalités que génère la taxe carbone, puisqu'on voit que cette taxe repose sur est supportée principalement par les ménages les plus modestes, hein, le premier quintile. Voilà, on peut utiliser aussi le document 4 sur la taxe carbone. On voit qu'elle a augmenté entre 2017 et 2020, donc ça c'est un outil incitatif. Oui. Et le document 3, on pouvait l'utiliser sur les subventions, hein, notamment la subvention aux véhicules propres, les bonus écologiques, les primes à la conversion, hein, qui visent à encourager les ménages à modifier donc, leur mode de transport. Et là, on pouvait mobiliser des éléments plus théoriques, internaliser les externalités, hein, ça veut dire encourager les comportements vertueux, ou au contraire pénaliser financièrement les comportements négatifs pour la collectivité, tout en laissant les acteurs libres. C'est ça le principe d'un outil économique, c'est qu'on n'oblige pas, mais on fait payer, ou on aide financièrement les acteurs économiques. Voilà. Oui, donc quand même, effectivement, cette un peu difficulté dans ce sujet qui fait appel donc à la fois aux documents qui sont là, mais aussi à beaucoup de connaissances finalement. Voilà, c'est ça. Il fallait à la fois des connaissances factuelles, donc les documents aident bien à ce niveau-là, et des connaissances aussi plus théoriques que les élèves ont vues normalement dans leur cours. Oui. Alors, on peut peut-être passer à l'épreuve composée. Oui. Alors, donc, une première partie avec une petite difficulté parce que qui porte sur un moment précis du cours, donc il ne fallait pas faire l'impasse, sachant que la thématique avait été abordée la veille. Exactement, c'est quasiment le même sujet, alors qui n'est pas dans la même partie de l'épreuve composée. Donc la consigne, c'était montrer que la différenciation des produits peut expliquer le commerce entre pays comparables. Alors, je pense qu'on pouvait partir d'un exemple concret pour illustrer cette question, en tout cas cette consigne, et ensuite peut-être généraliser. Donc partir de l'exemple du commerce entre la France et l'Allemagne dans le secteur automobile, montrer que c'est des pays comparables mais qui échangent énormément de voitures, hein, donc des échanges intra-branches assez élevés, mais ils échangent des gammes de voitures différentes. Voilà, la France exportant vers l'Allemagne des modèles entrée de gamme et milieu de gamme, et important d'Allemagne plutôt des modèles haut de gamme. Voilà, donc vous pouvez s'appuyer sur cet exemple-là et montrer au final que des pays qui se ressemblent peuvent tout à fait échanger parce que justement les produits sont différenciés en qualité. Ça peut être une première partie de la réponse, un premier paragraphe si on peut dire. Une deuxième idée qu'on pouvait développer, c'est aussi une différenciation horizontale, c'est-à-dire même gamme, même niveau de prix, mais des caractéristiques différentes. Donc un pays peut tout à fait se spécialiser dans des produits différenciés du point de vue des caractéristiques et exporter vers ses partenaires commerciaux cette gamme-là de produits. Voilà, donc c'est tout à fait possible. Une deuxième partie sans grande difficulté, mais en tout cas une deuxième partie sur la sociologie du coup plutôt. Voilà, une deuxième partie, alors une étude de documents sur le chapitre concernant la structure sociale. Oui. Donc première question qui rapportait 2 points, comparer les diplômes obtenus par les 25-34 ans d'une part et les 55-64 ans d'autre part. Donc il fallait bien séparer les deux. Donc on peut constater que chez les jeunes donc âgés de 25 à 34 ans, la proportion de ceux qui ont un haut niveau de diplôme est relativement importante. On est à 37% à peu près de l'échantillon. Oui. Et au contraire, les non qualifiés, les non diplômés ou peu diplômés sont relativement peu nombreux. Alors ne pas hésiter à utiliser des outils de comparaison, donc des coefficients multiplicateurs. Donc on pouvait dire par exemple ici que la part des diplômés du supérieur était à peu près 3 fois plus importante que la part de ceux
qui ne Oui. sont pas diplômés, qui n'ont aucun diplôme. Donc utiliser les coefficients multiplicateurs ou les écarts en points de pourcentage. Oui. Attention, ne Oui. pas exprimer la différence en pourcentage, mais en oui. points de pourcentage. Voilà, donc faire la même chose ensuite pour les seniors, 55-64 ans, en montrant que c'est l'opposé, c'est-à-dire que la part des peu ou pas qualifiés est beaucoup plus forte. Si on fait le cumul des non-diplômés et des diplômés d'un CAP, BEP, on arrive quasiment à 60%, alors que la part des diplômés du supérieur est beaucoup plus faible, on est autour de 15%. Okay. Voilà, donc ça c'était pour la première question. Oui. Et ensuite, en déduire dans la deuxième question qu'au cours du temps, on a une montée des qualifications. La part des diplômés, en fait, n'a cessé d'augmenter et la part des non-diplômés a plutôt diminué. Donc ça, c'est à mettre en lien avec aussi le processus de massification du système éducatif, de l'enseignement supérieur, oui. qui a généré aussi une transformation des emplois et des catégories socioprofessionnelles, avec notamment la montée des emplois qualifiés, comptabilisés dans la catégorie cadre, profession intellectuelle supérieure, professions intermédiaires aussi qui sont en expansion, et déclin des emplois moins qualifiés, ouvriers, les emplois d'agriculteurs ou d'artisans, commerçants, chefs d'entreprise. Voilà, donc il fallait bien faire le lien là, oui. pour la deuxième partie, avec des connaissances de cours. Exactement. Ouais. Et donc une troisième partie, enfin en tout cas un troisième exercice d'épreuve composée, donc de raisonnement. Et là, un sujet qui ne comporte pas de difficultés particulières selon vous Non, pas de difficultés, sachant que les documents aidaient bien les élèves oui. en fait, au niveau du plan. Les idées étaient assez explicites dans les documents. Alors en introduction, on rappelle donc définir les notions, reprise du sujet, voire reformulation et oui. annonce du plan, une introduction modeste, ce n'est pas une introduction de dissertation. Oui. Alors le terme d'engagement politique, il fallait le prendre au sens large du terme, ne pas le limiter au vote, à l'élection. Prendre donc ce terme au sens plus large du terme. Variables sociologiques, dans le programme, il y a 3 à 4 variables qui sont étudiées, donc l'âge, le sexe, le milieu social, alors qu'on subdivise souvent entre PCS et niveau de diplôme. D'accord. Voilà, donc vous pouvez faire un plan en 3 parties. 3 paragraphes, oui. avec ces 3 idées-là. Donc un premier paragraphe sur l'âge et la génération, donc montrer que l'âge et la génération, en distinguant ces 2 aspects, ont un effet sur l'engagement politique. Alors l'âge a un effet sur l'engagement politique dans la mesure où l'âge induit un statut social, c'est-à-dire une position dans la société. En gros, on est plus ou moins intégré à la société en fonction de notre âge. Les jeunes oui. sont par définition ne sont pas encore au cœur de la société par rapport aux personnes plus âgées. Et donc, ça induit un type d'engagement politique. Donc clairement, par exemple, dans le document 3, on voit que les jeunes s'abstiennent beaucoup plus que les aînés oui. lors des élections. Donc, ça veut dire qu'ils ont... Alors, ça ne veut pas dire qu'ils sont dépolitisés, mais ça veut dire qu'ils ont des formes d'expression politique différentes. Beaucoup moins institutionnalisées, beaucoup plus radicales, etc. Donc ça, c'est l'effet d'âge. L'effet de génération, alors le document 1 nous invitait à l'aborder. Donc l'effet de génération, c'est l'effet d'un événement historique majeur sur l'ensemble d'une cohorte générationnelle du point de vue de leur orientation politique. Voilà. Donc on peut s'appuyer sur les exemples cités dans le document 1. On parle de la guerre d'Algérie avec le clivage entre les partisans de l'Algérie française et les partisans de l'indépendance algérienne. Même chose pour mai 68. Et en fonction du positionnement des acteurs sociaux à cette époque, ils n'ont pas développé la même sensibilité politique et ils l'ont gardé durablement. C'est ça l'effet générationnel. D'accord. Alors, on pouvait aussi s'appuyer sur les travaux d'Anne Muxel, c'est cité à la fin, qui a travaillé sur la mobilisation des jeunes. Les mouvements étudiants, lycéens sont des mouvements formateurs, des mouvements qui orientent durablement la sensibilité politique. Voilà, donc ça c'était pour le premier paragraphe. Oui. Ensuite, un deuxième paragraphe sur l'influence donc du sexe, et alors en particulier ici des normes de genre qui peuvent aussi avoir un certain effet sur l'engagement politique. Oui. Alors même si bien sûr les inégalités de genre en matière politique ont considérablement diminué ces 50-60 dernières années, mais il reste des différences assez notables. Oui. C'est ce que nous montre un des documents, puisqu'on voit que les hommes ont tendance à plutôt s'engager dans des partis politiques ou des syndicats, alors que les femmes vont préférer un engagement associatif,
sur la culture ou l'humanitaire. Et on voit que c'est des choix qui sont encore largement conformes aux stéréotypes de genre qui persistent dans la société, malgré le fait que, grâce aux lois sur la parité, notamment en 2000, on a de plus en plus de femmes dans le champ politique. Mais on voit que le rapport à la politique reste encore différent. Un petit peu genré, Voilà, donc il s'agissait quand même d'être assez nuancé aussi dans cette deuxième partie. Et troisième et dernière partie, le milieu social, qui est sans doute le facteur prépondérant ici. Donc dire que les classes favorisées, aisées, du point de vue économique ou d'un point de vue culturel, du point de vue du capital culturel, s'engagent beaucoup plus sur le plan politique, votent par exemple beaucoup plus, c'est ce que montre le document 3 notamment, que les classes populaires. Alors là, on pouvait faire référence aux travaux de Pierre Bourdieu, aux travaux de Daniel Gaxi par exemple, en sciences politiques, qui montrent que les classes populaires ont tendance à avoir un sentiment d'incompétence politique, elles ne se sentent pas forcément légitimes à parler, à voter, alors que les classes aisées se sentent tout à fait légitimes puisqu'elles ont un capital culturel plus élevé et donc elles sont autorisées à parler. C'est un peu l'analyse bourdieusienne qu'on peut mobiliser ici. Il y a la contrainte économique, tout simplement, quand on a un métier difficile, des contraintes horaires fortes, mais on n'a pas le temps de faire autre chose. Voilà, donc on pouvait aussi utiliser cet argument-là. Et rappeler en conclusion, du coup, les trois aspects, les trois variables sociodémographiques qui agissent sur l'engagement politique. Parfait. Voilà. Écoutez, merci beaucoup pour tous ces éléments de correction. Merci à vous. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver un corrigé écrit de l'épreuve de SES du jour sur le site de l'étudiant. Sur la chaîne YouTube, vous allez pouvoir retrouver également pour la journée de ce mardi 21 mars des corrigés vidéo sur les épreuves de HLP et de mathématiques. Et pour les épreuves d'hier, vous retrouvez des corrigés vidéo sur l'épreuve de SES, de mathématiques, mais aussi de physique-chimie. Et sur le site de l'étudiant, vous allez pouvoir retrouver des corrigés écrits sur l'ensemble des autres spécialités. Merci à tous de nous avoir suivis.